Bonjour, je m'appelle Léo. J'ai 24 ans et je suis restaurateur de meubles anciens, ce qui veut dire que mes mains sentent en permanence la térébenthine et la cire d'abeille. Je vis à Lyon, dans un petit atelier en rez-de-chaussée sur les pentes de la Croix-Rousse. L'air y est toujours un peu frais, même en été, et le sol en béton est constellé de taches de vernis que je ne prends plus la peine de nettoyer. Chaque matin, le même grincement de la machine à café me tire du lit. Ma routine est simple. Je me lève à 6 heures, je bois mon café noir dans le même mug ébréché en regardant la rue s'éveiller par la grande baie vitrée de l'atelier. Je passe mes doigts sur le grain d'une vieille commode en chêne sur laquelle je travaille, sentant les imperfections du bois sous ma paume. C'est un dialogue silencieux, une façon de commencer la journée. Le reste de la ville s'agite, mais ici, le temps ralentit, mesuré par le passage lent du rabot sur le bois. Les journées se ressemblent. Le sifflement de la scie, le tapotement du marteau, le frottement régulier du papier de verre. Je mets rarement de la musique. J'aime le son de mes outils, chacun a sa propre voix. Vers midi, je m'arrête pour manger un sandwich sur le coin de mon établi, les pieds posés sur un tabouret bancal. Je regarde les gens passer, j'imagine leur vie, leurs conversations. C'est une solitude choisie, une tranquillité que j'ai fini par apprivoiser après qu'on me l'ait tant reproché. Mon ex, Clara, disait que mon silence était un mur. Elle parlait sans cesse, pour remplir les vides que je laissais. Le jour où elle est partie, elle a laissé sa tasse de thé à moitié bu sur la table. Je l'ai laissée là pendant 3 jours, regardant le liquide s'assombrir, avant de la jeter dans l'évier. Parfois, en tenant un ciseau à bois, je teste le tranchant sur mon pouce, juste pour sentir quelque chose de net, de précis. C'est une habitude stupide, je sais. Ce soir-là, tout a dérapé. Une commande urgente, des heures supplémentaires. Quand j'ai enfin fermé l'atelier, une pluie d'automne glaciale s'abattait sur les pavés de la rue Saint-Jean. J'ai couru vers l'arrêt du tramway, le cuir de mes bottes glissant sur la pierre humide. J'ai vu les portes se refermer à quelques mètres de moi, le véhicule s'éloignant dans un crissement métallique. Je suis resté là, sous l'auvent, à regarder mon souffle former un nuage de buée dans l'air froid. Mon téléphone a vibré. C'était ma mère. Je me suis adossé au mur froid d'un immeuble, l'eau dégoulinant de mes cheveux sur l'écran. Sa voix crépitait dans le haut-parleur. « Ne reste pas dehors, tu vas tomber malade. Je vais appeler Élise, la voisine du dessus, tu te souviens? Elle a qu'une chambre d'amis. » J'ai essuyé l'écran avec le revers de ma manche, laissant une traînée humide. Je n'avais pas vraiment le choix. Je me souvenais vaguement d'elle. Une femme que je croisais parfois dans l'escalier, souvent avec un grand sac en toile rempli de livres. Elle hochait la tête en guise de bonjour, sans jamais un mot. Je me rappelais le mouvement de ses cheveux, un peu plus longs d'un côté, et une mèche blanche près de sa tempe gauche. J'ai réajusté la sangle de mon sac à dos sur mon épaule, le poids des outils me semblant soudain plus lourd. Quelques minutes plus tard, je me suis retrouvé devant sa porte, au dernier étage. L'ampoule du palier clignotait, projetant des ombres dansantes sur le bois usé. Ma main a hésité un instant devant le heurtoir en laiton en forme de main. J'ai entendu ma propre respiration, un peu trop forte dans le silence du couloir. J'ai fini par frapper 2 coups secs. Le son m'a paru assourdissant, puis plus rien, juste le bruit de la pluie contre la lucarne du toit. La porte s'est ouverte sans un bruit. C'était elle, Élise. Elle portait un pull en laine sombre avec quelques taches de peinture blanche près du poignet. Elle était plus âgée que dans mon souvenir, peut-être 38 ans. Une fine cicatrice, presque invisible, marquait son menton. Elle m'a regardé, ses yeux noisettes attendants, sans la moindre expression de surprise. Le silence entre nous était total, absolu. Il n'était pas vide, il était plein de quelque chose que je ne savais pas nommer. J'ai ouvert la bouche pour parler. « Bonsoir, ma mère a dû appeler. » Les mots sont sortis, mais ils sont tombés à plat dans le couloir. Elle a légèrement penché la tête, ses yeux fixés sur mes lèvres, puis sur mon visage. C'est là que j'ai compris. J'ai arrêté de parler. J'ai pointé mon pouce vers moi, puis j'ai mimé un téléphone contre mon oreille. Elle a hoché la tête lentement, un sourire poli qui n'a pas atteint ses yeux. Elle s'est effacée pour me laisser entrer, un geste ample et silencieux de la main. L'appartement sentait le papier ancien et la cire d'abeille. Des étagères couvraient les murs du sol au plafond, croulant sous le poids des livres. J'ai fait un pas à l'intérieur,
laissant des traces d'eau sur le parquet sombre. Je me sentais maladroit, bruyant, même dans mes mouvements les plus simples. Elle a refermé la porte, et le son du loquet qui s'enclenche a été le seul bruit. Elle m'a fait signe de m'asseoir sur un canapé en velours usé, puis s'est dirigée vers une table basse. Elle a pris un petit carnet et un stylo. Sa calligraphie était fine, penchée vers la droite. Elle a écrit quelques mots, a retourné le carnet et l'a fait glisser sur la surface en bois jusqu'à moi. Je me suis penché pour lire. « Tu peux partir si tu veux, les gens partent toujours. » Moi, Léo, j'étais dans l'appartement d'Élise, dans le Vieux-Lyon, et elle venait de me donner une porte de sortie. Je suis resté plusieurs jours sans la revoir. Dans l'atelier, l'odeur de la térébenthine me semblait plus forte, plus âcre. Mes mains ponçaient une vieille armoire en noyer, mais mon esprit n'y était pas. Je repassais en boucle le moment où sa main avait guidé la mienne pour former le signe « Rester ». Le geste était resté imprimé dans ma paume. Une chaleur fantôme qui me faisait parfois arrêter mon rabot au milieu d'un mouvement, le regard perdu sur le grain du bois. Le samedi suivant, je suis allé au marché de la Croix-Rousse, une chose que je ne faisais jamais. J'ai marché entre les étals, les mains dans les poches, prétextant chercher des fruits. Je l'ai aperçue près d'un fleuriste. Elle touchait délicatement la pétale d'une pivoine, la tête penchée, cette mèche blanche tombant sur sa joue. Mon cœur a cogné une fois contre mes côtes, un coup sec et sourd. J'ai fait demi-tour et je suis rentré à l'atelier sans rien acheter. La semaine d'après, j'y suis retourné. Cette fois, je l'ai vue près du marchand de fromage. Elle pointait du doigt une tome de Savoie, son expression sérieuse. J'ai respiré un grand coup. L'air sentait la paille et le lait caillé. J'ai fait 3 pas en avant, puis je me suis arrêté. J'ai simplement attendu qu'elle se retourne. Nos regards se sont croisés par-dessus une pyramide de pommes. Elle a eu un léger sursaut, puis un sourire a étiré le coin de ses lèvres. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé quelques mots dans l'application de notes. Le café d'en face. Il fait un peu froid. Je lui ai tendu l'écran en évitant de regarder son visage. J'ai fixé la tache de peinture blanche sur le poignet de son pull, la même que l'autre soir. Elle a lu, puis a hoché la tête. Elle a rangé son sac en toile sur son épaule et a commencé à marcher, et je l'ai suivie, à un pas de distance. Nous nous sommes assis à une petite table en métal près de la fenêtre. Elle a commandé un café crème en le montrant sur la carte au serveur. Ses mains se sont refermées autour de la tasse chaude, ses doigts longs et fins. J'ai observé la façon dont elle a ajouté un sucre, remuant avec la petite cuillère dans un mouvement précis, circulaire, avant de la poser sur la soucoupe sans un bruit. Mon propre café a refroidi sur la table, une fine pellicule se formant à la surface. La conversation était lente, fragmentée par l'écriture sur mon téléphone. Elle m'a demandé ce que je faisais. J'ai écrit « restaurateur de meubles ». Elle a lu, puis a regardé mes mains posées sur la table. Ses yeux ont suivi les lignes des callosités, la petite cicatrice sur mon pouce gauche. Elle a ensuite tapé sur mon téléphone. Le bois a une mémoire. Non, j'ai relevé la tête, surpris. J'ai simplement hoché la tête, incapable d'écrire à quel point c'était vrai. Elle a sorti de son sac un petit objet en os, plat et lisse, poli par l'usage, un plioir. Elle l'a fait tourner entre ses doigts en réfléchissant. « Je suis relieuse », a-t-elle écrit. « Je redonne vie aux livres abîmés. Le papier aussi a une mémoire. » Elle a posé le plioir sur la table entre nous. Je n'ai pas osé le toucher, mais j'ai suivi du regard le reflet de la lumière sur sa surface usée. C'était un bel objet, un outil qui avait une histoire. Nos rencontres au marché sont devenues une routine silencieuse. Chaque samedi matin, le même café. On ne se donnait pas rendez-vous, mais on était toujours là. Parfois, on ne s'écrivait presque rien. Je la regardais lire le journal, ses sourcils se fronçant légèrement sur un article. Elle me regardait dessiner des formes de meubles sur une serviette en papier. Le silence entre nous n'était plus vide. Il était rempli par le bruit des tasses, le brouhaha de la rue. Si cette histoire te parle, si tu connais ce genre de silence qui en dit long, reste avec moi. Tu peux t'abonner, laisser un like. Parce que c'est là que j'ai commencé à comprendre que certaines choses n'ont pas besoin de mots. Laisse-moi te raconter la suite. Un jour, je lui ai apporté quelque chose. Un petit oiseau que j'avais sculpté dans une chute de bois d'olivier. Le grain était magnifique, plein de nœuds et de veines sombres.
Je l'ai sorti de ma poche et je l'ai posé sur la table, à côté de son plioir. Mes mains étaient moites. J'ai essuyé ma paume sur mon jean sous la table. L'oiseau semblait minuscule, un peu maladroit. Elle l'a pris dans sa main. Elle a fermé les yeux un instant, ses doigts explorant chaque courbe, chaque imperfection de la sculpture. Son pouce a caressé la surface polie du bois. Quand elle a rouvert les yeux, son regard était différent. Elle n'a rien écrit. Elle a juste glissé l'oiseau dans la poche de sa veste, celle qui est près du cœur. J'ai détourné le regard vers la rue, ma gorge soudainement sèche. Les semaines sont devenues des mois. L'automne a laissé place au premier froid de l'hiver. On a commencé à se voir en dehors du marché. Une promenade le long des quais de Saône, le vent glacial nous pinçant le visage. On marchait côte à côte, nos épaules se frôlant parfois. Personne ne s'écartait. On s'arrêtait pour regarder les péniches passer, le clapotis de l'eau contre la coque était le seul son dont nous avions besoin. Un soir, elle m'a invité à son atelier de reliure. C'était une petite pièce au fond de son appartement qui sentait la colle de pâte et le cuir. Des presses anciennes se dressaient comme des sentinelles silencieuses. Elle m'a montré un livre du XVIIe siècle, la reliure en miettes. Avec une patience infinie, elle a commencé à défaire les coutures, chaque geste mesuré, précis. J'étais assis sur un tabouret, fasciné, sans bouger pendant plus d'1 heure. En partant, elle m'a tendu son carnet. J'ai cru que tu t'ennuierais. J'ai pris le stylo. Mes doigts étaient hantés et froids. J'ai écrit en dessous « J'aime regarder les gens qui aiment ce qu'ils font ». Elle a lu ma phrase, puis elle a mordu le coin de sa lèvre inférieure, un geste que je ne lui avais jamais vu faire. Elle a repris le carnet et a simplement dessiné un petit sourire à côté de mes mots. De mon côté, j'avais commencé quelque chose. Le soir, après le travail, je m'asseyais avec un livre. Pas pour le lire, mais pour l'étudier. Un manuel de langue des signes française. Mes mains, habituées à la force et à la résistance du bois, peinaient à trouver la souplesse nécessaire. Je répétais le même signe devant un miroir, encore et encore, jusqu'à ce que le geste devienne un peu moins mécanique, un peu plus fluide. Le samedi suivant, au marché, je l'ai vue de loin. Elle portait un bonnet rouge qui faisait ressortir la mèche blanche de ses cheveux. J'ai senti le poids de tous les mots que je ne pouvais pas dire. J'ai marché vers elle, mon cœur battant un rythme irrégulier. Au lieu de sortir mon téléphone, j'ai levé les mains. Elle tremblait un peu. Lentement, j'ai signé les 2 mots que j'avais pratiqués toute la semaine. « Tu vas bien ?» Elle s'est figée. Son sac de course a glissé un peu le long de son bras. Ses yeux se sont écarquillés, fixés sur mes mains, puis sur mon visage. Le temps a semblé s'arrêter. J'ai vu une larme perler au coin de son œil et rouler sur sa joue. Elle l'a essuyée d'un revers de main rapide. Puis, pour la première fois, elle m'a répondu, pas avec un stylo, mais avec ses mains. Un signe simple, élégant. Oui. Cela faisait 3 mois qu'on se connaissait, et c'était le premier vrai mot qu'elle m'adressait. Après ce premier mot échangé en silence, nos samedis au café ont changé. La communication est devenue un mélange étrange. Mes mains maladroites essayant de former des signes appris dans un livre, les siennes répondant avec une fluidité qui me fascinait. Le petit carnet restait sur la table, mais nous ne l'ouvrions plus que pour les mots compliqués, les idées qui refusaient de se laisser apprivoiser par de simples gestes. Le bois de la table portait les marques de nos tasses, des cercles superposés semaine après semaine. Un matin, j'ai essayé de lui signer une phrase entière. Mes doigts se sont emmêlés, j'ai confondu 2 signes. Elle a froncé les sourcils, perplexe, puis son visage s'est éclairé d'une compréhension amusée. Elle n'a pas émis un son, mais ses épaules se sont mises à trembler dans un rire silencieux qui a fait danser la mèche blanche de ses cheveux. J'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine et j'ai recommencé mon geste, plus lentement cette fois, en souriant moi aussi. Notre routine s'est étendue au-delà du marché. Parfois, c'était une promenade le long des quais de Saône, un mardi soir quand la ville se calmait. On marchait en silence, observant les lumières des péniches glisser sur l'eau sombre. Le vent d'hiver nous pinçait les joues. Nos épaules se frôlaient de temps en temps, un contact fugace que ni l'un ni l'autre ne cherchait à éviter. Je sentais la texture de son manteau de laine contre la manche de ma veste. Un jour, dans mon atelier, en ponçant le coin d'un vieux secrétaire, ma main a glissé et le papier de verre m'a éraflé la peau. Le soir, chez elle,
J'ai remarqué une fine cicatrice blanche juste au-dessus de son sourcil, presque cachée par ses cheveux. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé « Comment tu t'es fait ça ?» Je lui ai tendu l'écran, le cœur battant un peu plus vite. C'était la première fois que je posais une question aussi personnelle. Elle a lu, puis son regard s'est perdu un instant vers la fenêtre qui donnait sur les toits de Lyon. Elle a repris le téléphone et a écrit une seule phrase. « Un accident de voiture quand j'avais 19 ans. » Elle me l'a rendu et a immédiatement changé de sujet en me montrant un livre dont la reliure était particulièrement complexe. J'ai hoché la tête et j'ai rangé mon téléphone, sentant le poids de la porte qu'elle venait d'entrouvrir. Quelques semaines plus tard, alors que nous étions assis sur un banc du parc de la Tête d'Or, elle a repris la conversation là où nous l'avions laissée. Lentement, elle a porté ses mains à ses oreilles, puis a fait un signe que je ne connaissais pas, un geste qui semblait signifier « parti ». Fini. J'ai compris. C'était là. C'est comme ça qu'elle était devenue sourde. Elle a gardé ses mains en l'air un instant, comme si elle portait le poids de ce souvenir. Je n'ai rien dit, rien signé. Je me suis contenté de la regarder. J'ai pensé à mon propre silence, celui que Clara me reprochait, un silence que je choisissais. Le sien lui avait été imposé. J'ai ramassé une feuille morte sur le banc entre nous. J'ai suivi du doigt ses nervures sèches et fragiles, puis je l'ai laissée s'envoler dans le vent. Elle a suivi la feuille du regard, puis ses yeux sont revenus se poser sur les miens. Un jour, elle m'a demandé de l'aider à déplacer une immense bibliothèque. En déplaçant les livres, j'ai aperçu sur sa table de chevet le petit oiseau en bois d'olivier que je lui avais sculpté. Il était posé à côté d'un cadre photo retourné, face contre la surface du bois. Je n'ai pas posé de questions sur la photo. J'ai juste senti mon cœur se serrer un peu en voyant mon oiseau là, dans un lieu si intime. J'ai replacé les derniers livres avec un soin excessif. Plus tard, elle a voulu voir comment je travaillais. Dans mon atelier, l'air sentait la suure et la térébenthine. Je lui ai montré comment tenir un ciseau à bois, comment sentir la résistance du chêne. Pour lui expliquer le bon angle, ma main est venue se poser sur la sienne. J'ai senti la chaleur de sa peau, son pouls qui battait doucement contre ma paume. Nous sommes restés immobiles une seconde, le ciseau suspendu au-dessus du bois. L'outil en métal semblait incroyablement froid. J'ai retiré ma main brusquement, comme si je m'étais brûlé. Je me suis retourné vers mon établi, le dos tourné, et j'ai commencé à réorganiser des outils qui étaient déjà parfaitement en ordre. J'entendais ma propre respiration dans le silence de l'atelier. Je l'ai entendu faire quelques pas derrière moi, puis s'arrêter. Je n'ai pas osé me retourner, fixant un pot de vernis comme si c'était la chose la plus importante au monde. Ce soir-là, ma mère a appelé. Sa voix était pleine de sous-entendus. « Alors, c'est Élise ? Tu la vois toujours ? C'est une femme bien, mais elle a presque l'âge d'être ta mère, Léo. » J'ai serré le téléphone dans ma main. « Elle est importante pour moi. » J'ai répondu, la voix plus dure que je ne l'aurais voulu. J'ai raccroché sans lui laisser le temps de répondre, le silence soudain de l'autre côté de la ligne me semblant accusateur. Le samedi suivant, au marché, j'ai acheté un bouquet de pivoine, ses fleurs préférées. Je ne savais pas pourquoi je le faisais. C'était un geste impulsif, une sorte de défi silencieux lancé au monde. Je lui ai tendu les fleurs sans un mot. Elle a été surprise, ses yeux se sont écarquillés. Elle les a prises et a enfoui son visage dedans, respirant leur parfum. J'ai regardé une goutte de rosée tomber d'un pétale et glisser sur sa main. Elle a relevé la tête, un sourire timide sur les lèvres. Avec ses mains, elle a signé lentement, pour être sûre que je comprenne. Elles n'ont pas de voix, mais elles disent beaucoup de choses. J'ai senti le rouge me monter aux joues. J'ai détourné le regard vers les étals bondés, passant une main dans mes cheveux. Un geste nerveux que je n'arrivais pas à contrôler quand j'étais près d'elle. Un soir de pluie, alors que nous étions réfugiés dans son appartement, elle s'est levée et est allée chercher le cadre qui était sur sa table de chevet. Elle l'a tenu entre ses mains pendant un long moment, puis me l'a tendu. C'était la photo d'un jeune homme souriant, le même âge que moi peut-être. Elle a pris son carnet et a écrit « Il conduisait. Il s'appelait Thomas ». La simplicité de la phrase était plus terrible que n'importe quel long discours. Je n'ai rien répondu. Les mots, même écrits, semblaient inutiles, presque insultants. J'ai posé le cadre sur la table basse. Je me suis assis à côté d'elle sur le canapé, assez près pour que nos bras se touchent.
Nous sommes restés comme ça longtemps, à regarder la pluie tracer des sillons sur la vitre, le seul bruit étant celui de nos respirations et des gouttes sur les tuiles du toit. C'était presque 1 an après notre rencontre. L'hiver était revenu, mordant. Je l'ai invité à l'atelier, tard un soir. L'espace était froid, mais l'odeur du bois le rendait accueillant. J'ai sorti une vieille armoire en chêne massif sur laquelle je travaillais, une pièce magnifique et imposante. J'ai allumé la lumière au-dessus de l'établi qui a projeté de longues ombres sur le sol en béton. J'ai posé un disque de Debussy sur le vieux tourne-disque que j'avais fini par réparer. La même musique que le premier soir. Je ne lui ai pas demandé de s'approcher de l'enceinte. Je l'ai guidée vers l'armoire. « Pose tes mains là », j'ai signé. Elle a hésité, puis a obéi. Ses paumes se sont posées à plat sur le bois brut et froid. J'ai posé les miennes à côté. La musique a commencé. Les vibrations n'étaient pas les mêmes que sur une petite enceinte. Elles étaient profondes, résonantes, amplifiées par la masse du bois. On sentait chaque note du piano, chaque frémissement des cordes, comme si l'armoire elle-même était vivante, comme si elle respirait la musique. J'ai fermé les yeux, sentant les ondes remonter le long de mes bras. C'était plus intense, plus intime. Je l'ai regardée. Ses yeux étaient fermés, un léger sourire sur ses lèvres. Elle était complètement absorbée. Lentement, j'ai déplacé ma main sur le bois, centimètre par centimètre, jusqu'à ce que mon auriculaire effleure le sien. Elle a eu un léger sursaut, mais elle n'a pas retiré sa main. Le contact était minuscule, presque inexistant, mais il contenait tout ce que nous n'avions jamais dit. La dernière note s'est éteinte, mais nous sommes restés là, nos mains toujours posées sur le chêne silencieux. Pour la première fois de ma vie, le silence ne me semblait pas être un vide à combler, mais un espace plein, un lieu où l'on pouvait enfin se trouver. Le lendemain matin, en quittant son immeuble, j'ai vu une enveloppe bleue, avec un cachet officiel, qui dépassait de sa boîte aux lettres. J'ai ralenti mon pas dans l'escalier, un frisson désagréable parcourant mon dos. Le lendemain, dans mon atelier, l'odeur du chêne me rappelait la veille. Je passais ma main sur le bois de l'armoire, cherchant la trace de la sienne, une chaleur qui n'était plus là. Mon pouce effleurait mon auriculaire, un geste involontaire, répété. J'ai arrêté de poncer, le silence de la pièce soudain trop lourd. J'ai attrapé ma veste, l'image de l'enveloppe bleue flottant dans mon esprit. Il fallait que je la voie, juste pour m'assurer que tout allait bien. Sa porte était entr'ouverte. J'ai poussé le battant doucement. Élise était assise par terre, au milieu du salon, entourée de papiers éparpillés. Elle ne m'a pas entendu entrer. Elle fixait une lettre, ses mains posées à plat sur le parquet, immobile. La lumière du matin dessinait un carré sur le sol, coupant la pièce en deux. Son appartement, d'habitude si ordonné, ressemblait à un champ de bataille silencieux. Le petit oiseau en bois était posé à côté d'elle, sur une pile de livres. Je me suis accroupi pour que son regard croise le mien. Elle a sursauté, ses yeux étaient vides. Sans un geste, sans un signe, elle a fait glisser la lettre vers moi sur le bois du plancher. C'était un courrier d'un hôpital parisien. Je lisais les mots en diagonale. Essai clinique, implant cochléaire de nouvelle génération, risque significatif, perte auditive résiduelle. J'ai relevé la tête. Le monde semblait s'être mis en sourdine, même pour moi. J'ai sorti mon téléphone, mes doigts mal assurés sur l'écran. « Tu veux le faire ?» ai-je tapé. Elle a lu, puis ses mains se sont animées, hésitantes. Elle a signé la peur, le doute. Elle a touché son oreille, puis a fait le signe pour vibration, puis celui pour musique. Ses doigts tremblaient en formant le mot. Elle a regardé l'armoire où nous avions senti Debussy, puis elle a baissé les yeux vers le parquet, vaincue. Je voulais la rassurer, mais aucun geste ne me venait. Ma propre peur me paralysait la gorge. Et si ça changeait tout? Et si elle pouvait entendre ma voix et qu'elle ne l'aimait pas? J'ai pris le petit oiseau en bois posé sur les livres. Le grain de l'olivier était lisse sous mon pouce. Je l'ai fait rouler dans ma paume, encore et encore. Un geste inutile pour occuper mes mains, pour ne pas avoir à la regarder. Les jours suivants, une distance s'est installée entre nous. Le silence n'était plus un refuge, mais un gouffre. Au café du marché, elle remuait son sucre pendant de longues minutes, le regard perdu dans le vague. J'ai fait tomber ma cuillère 2 fois. Le bruit métallique sur le carrelage a fait sursauter tout le monde, sauf elle.
J'ai ramassé la cuillère, les joues en feu, et je l'ai posée sur le bord de la table sans l'utiliser. La décision est tombée par un message, un soir. Un long paragraphe sur l'écran de mon téléphone. Je vais à Paris. Je dois essayer. C'est quelque chose que je dois affronter seul, Léo. S'il te plaît, comprends. J'ai lu la phrase plusieurs fois. Seul. Le mot clignotait devant mes yeux. Mon pouce a survolé le clavier, mais je n'ai rien écrit. J'ai éteint l'écran et j'ai fixé le reflet noir de mon visage. Je l'ai aidé à descendre sa valise. Le bruit des roulettes sur les marches en bois de l'escalier était le seul son. Devant la porte d'entrée de l'immeuble, elle s'est arrêtée. Elle a sorti l'oiseau de sa poche, l'a serré dans sa paume, puis l'a remis. Elle a pris ma main et a formé le signe resté contre ma peau. Ce n'était plus une promesse, mais une question muette qui me déchirait. J'ai hoché la tête, incapable de faire le moindre geste. Je l'ai regardé s'éloigner dans la rue, sa silhouette devenant de plus en plus petite jusqu'à disparaître au coin. Je suis remonté dans son appartement. L'odeur de cire et de papier ancien était toujours là, mais elle était vide, impersonnelle. Je me suis approché de la fenêtre, posant mon front contre la vitre froide. En bas, un taxi s'est arrêté, elle est montée dedans. La voiture a démarré, emportant avec elle le silence que nous avions construit. 2 semaines ont passé. Aucun message. Rien. Je travaillais jusqu'à l'épuisement, le bruit de la scie couvrant le vide dans ma tête. Un soir, alors que je nettoyais mes outils, mon téléphone a vibré sur l'établi. Un numéro que je ne connaissais pas. Un message court, brutal. 3 mots. L'opération est finie. Mon ciseau à bois m'a glissé des mains et a heurté le béton dans un bruit sec. Je suis resté immobile, le cœur battant dans ma gorge, fixant l'écran lumineux dans la pénombre de l'atelier. Je suis resté là, le téléphone serré dans ma main, l'écran éclairant mon visage dans la pénombre. Le ciseau à bois gisait sur le béton, un éclat métallique dans l'obscurité. Je me suis baissé lentement pour le ramasser. Le métal était froid. Je l'ai essuyé sur mon jean, un geste machinal. Puis je l'ai reposé avec une précision exagérée sur l'établi. Sans réfléchir, j'ai attrapé ma veste et mes clés. La lumière de l'atelier est restée allumée quand j'ai claqué la porte derrière moi. Le premier train pour Paris partait dans moins d'1 heure. Assis sur le siège usé, j'ai regardé Lyon disparaître dans la nuit. Mes mains ne tenaient pas en place. J'ai tapoté mon genou. J'ai croisé et décroisé les doigts. J'ai suivi des yeux les gouttes de pluie qui couraient sur la vitre. Le paysage défilait, une masse sombre et indistincte. Je n'ai pas fermé l'œil. Le bruit des roues sur les rails martelant un rythme anxieux dans ma tête. L'hôpital sentait l'antiseptique et le café tiède. Mes bottes de travail grinçaient sur le linoléum poli, un son déplacé dans ce silence feutré. À l'accueil, ma voix est sortie plus rauque que d'habitude quand j'ai demandé le numéro de sa chambre. La femme m'a regardé par-dessus ses lunettes, a tapé sur son clavier et m'a tendu un badge visiteur sans un mot. Je l'ai accroché à ma veste, le plastique froid contre mon torse. Sa porte était close. Ma main a hésité une seconde sur la poignée. J'ai pris une inspiration. L'air stérile m'a piqué la gorge. J'ai poussé la porte doucement. Elle était là, dans le lit blanc, un bandage épais autour de sa tête. Elle semblait si petite, si fragile sous la lumière crue du néon. Ses yeux étaient fermés. Sur sa table de chevet, à côté d'un verre d'eau, reposait le petit oiseau en bois d'olivier. Ses yeux se sont ouverts quand j'ai tiré la chaise en plastique pour m'asseoir. La surprise a traversé son visage, immédiatement suivie par autre chose. De la panique. Elle a attrapé le carnet et le stylo sur la table, ses doigts se crispant sur le papier. Elle a écrit quelques mots, la main tremblante, et m'a tendu le bloc-notes. Je me suis penché pour lire sa calligraphie hâtive. « Qu'est-ce que tu fais là ? Pars !» J'ai secoué la tête, lentement. Je n'ai rien dit, rien écrit. J'ai juste pris l'oiseau en bois. Je l'ai fait tourner entre mon pouce et mon index, sentant le grain familier sous ma peau. Je l'ai reposé exactement au même endroit. Mon geste était ma seule réponse. Elle a arraché la page du carnet, en a pris une nouvelle et a recommencé à écrire. Avec plus de force cette fois, le stylo crissant sur le papier. Elle m'a presque jeté le carnet sur les genoux. « Tu es jeune, Léo. Tu as toute la vie devant toi. Tu n'as pas signé pour ça. » Ses yeux me suppliaient, me mettaient au défi. J'ai lu la phrase plusieurs fois.
J'ai senti le poids de sa peur, de toutes les fois où on l'avait abandonnée. J'ai relevé les yeux vers elle, vers la cicatrice sur son menton, vers sa mèche blanche qui dépassait du bandage. J'ai pris le stylo. Mes doigts étaient stables. Je n'ai pas écrit en dessous de sa phrase, mais à côté, une seule ligne, claire et ferme. Je lui ai tendu le carnet pour qu'elle puisse lire. « Tu es le premier à être resté. » Ce n'était pas ma phrase, c'était la sienne, celle qu'elle m'avait écrite des mois plus tôt. Je l'ai regardée dans les yeux, puis j'ai ajouté juste en dessous « Je ne vais nulle part. » Une larme a perlé au coin de son œil et a roulé lentement sur sa tempe pour disparaître dans le bandage. Elle a détourné la tête, fixant le mur blanc de la chambre. Son épaule a tressailli une fois, un soubresaut silencieux. Je suis resté assis, sans bouger, laissant le silence s'installer entre nous. Un silence différent, nouveau, fragile comme du verre. Quelques jours plus tard, le médecin a retiré son bandage. Il a parlé de succès, de période d'adaptation. Les sons étaient là, mais c'était un chaos. Un bruit métallique, agressif, sans nuance. Elle portait presque constamment un casque anti-bruit. Dans le petit jardin de l'hôpital, elle s'est arrêtée et a porté ses mains à ses tempes, grimaçant. Elle a signé, ses gestes étaient secs, frustrés. C'est trop. Je préférais mon silence. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Alors je n'ai rien dit. J'ai pris sa main, non pas pour signer, mais juste pour la tenir. Sa peau était froide. J'ai regardé nos doigts entrelacés, ses mains fines de relieuse, et les miennes, calleuses, de menuisier. J'ai serré un peu plus fort, un contact simple, une promesse sans mots. Elle a baissé les yeux sur nos mains, et sa respiration s'est un peu calmée. Le jour de sa sortie, je rangeais ses affaires dans son petit sac. Elle était assise sur le bord du lit, passant et repassant son pouce sur l'oiseau en bois. Elle a relevé la tête et m'a regardé. Pour la première fois depuis l'opération, elle a essayé de parler. Sa voix était un murmure rouillé, incertain. Léo. Mon prénom, prononcé pour la première fois. Mon cœur a raté un battement. J'ai arrêté de plier un pull et je me suis retourné vers elle. Elle a pris une inspiration. Elle a pointé son doigt vers elle, puis vers moi. Elle a fait une pause, puis a signé, un geste lent et délibéré que j'ai compris immédiatement. Reste. Ce n'était plus une question, ni une demande. C'était une affirmation, une acceptation. J'ai hoché la tête, un simple mouvement de haut en bas, mais qui contenait tout mon engagement. Dans le taxi qui nous ramenait à Lyon, elle a posé sa tête contre mon épaule. Le casque anti-bruit était bien en place sur ses oreilles, l'isolant du vacarme de la ville. J'ai passé mon bras autour d'elle, la sentant se détendre contre moi. Le voyage était long, silencieux. 6 mois plus tard, dans mon atelier, le son de mon rabot sur le bois de chêne était toujours le seul qu'elle disait pouvoir écouter sans que cela lui fasse mal. 6 mois ont passé depuis le retour de Paris. Chaque matin, je me lève avant elle. Le grincement de la machine à café est un son que j'essaie de lui épargner. Je prépare 2 tasses, la sienne avec un peu plus de lait. Quand elle arrive dans la cuisine, ses cheveux en désordre et le casque anti-bruit déjà sur ses oreilles, je lui tends son mug. Nos doigts s'effleurent. C'est notre premier mot de la journée, un contact chaud et familier qui n'a pas besoin de son. Son atelier de reliure est devenu notre espace. Dans un coin, près de la fenêtre qui donne sur les toits, j'ai installé un petit établi. L'odeur de la térébenthine se mêle maintenant à celle de la colle de pâte et du cuir ancien. Parfois, je lève la tête de mon travail et je la regarde, concentrée, passer un fil de lin dans le dos d'un vieux livre. Le seul bruit est le frottement de mon papier de verre sur le bois, un son grave qu'elle dit ne pas détester. Notre langue est un mélange. Je signe une question simple, mes mains encore un peu maladroites. Elle me répond parfois d'un mot, sa voix est un murmure fragile qu'elle n'utilise qu'avec moi. D'autres fois, elle attrape le petit tableau blanc que nous gardons sur le comptoir de la cuisine et y écrit une phrase complète. Je la regarde former les lettres, le bout de sa langue pincé entre ses lèvres par concentration. Il y a des jours difficiles. Une promenade dans la rue peut devenir un supplice. Un klaxon, le cri d'un enfant. Je la vois se crisper, son visage se fermer. Je ne dis rien. Je pose ma main dans le creux de son dos et la guide vers une traboule, un de ces passages silencieux que seul Lyon connaît.
Nous attendons là, dans la pénombre fraîche, jusqu'à ce que ses épaules se détendent. Je passe mon pouce sur sa main, encore et encore. Un soir, nous avons réessayé d'écouter Debussy. Pas avec les mains sur une enceinte. Elle a branché son casque au tourne-disque, le volume réglé au plus bas. Assise sur le tapis, elle a fermé les yeux. J'ai observé son visage, la façon dont ses sourcils se fronçaient sur une note plus aiguë, le léger sourire qui étirait ses lèvres sur un passage plus doux. Ce n'était plus la même expérience, mais c'était la sienne. Et j'étais là pour la partager. En la regardant, je me suis souvenu du garçon que j'étais, celui qui se cachait derrière ses outils et son silence, celui qui laissait les gens partir parce qu'il ne savait pas comment les retenir. Mes mains travaillent toujours le bois, mais elles ont appris un autre langage. Elles ont appris à demander, à répondre, à rassurer. Elles ont appris à tenir une autre main sans avoir peur de la serrer trop fort, ou pas assez. Sur la cheminée du salon, entre deux piles de livres, Il y a le petit oiseau que j'ai sculpté dans du bois d'olivier. Il n'est plus seul. À côté de lui, il y a une photo de nous deux, prise au parc de la Tête d'Or il y a 1 mois. On ne pose pas, on ne regarde pas l'objectif. Je suis en train de lui signer une blague stupide et elle rit. Un rire silencieux, la tête renversée en arrière, sa mèche blanche attrapant la lumière du soleil. Ce soir, elle s'est endormie sur le canapé, sa tête posée sur mon épaule, un livre ouvert sur ses genoux. Elle a enlevé son casque. La seule chose que j'entends, c'est le bruit léger de sa respiration et le murmure lointain de la ville. Je ne bouge pas pour ne pas la réveiller. Je regarde par la fenêtre les lumières qui scintillent sur la colline de Fourvière. Je ne sais pas ce que demain nous réserve. Je sais juste que je suis là, et je ne vais nulle part.